Parmi les difficultés qui vont résulter du Brexit, effectivement, la question du régime fiscal applicable à partir du 1er janvier 2021 à la liaison fixe transmanche revêt des enjeux économiques et juridiques importants. La liaison fixe transmanche, autrement appelée tunnel sous la Manche, est un système de fret routier régi par un statut particulier dépendant d'un traité conclu avec le Royaume-Uni, le traité de Canterbury, et d'un accord de concession quadripartite. Les terminaux au départ et à l'arrivée disposaient de magasins duty-free jusqu'au 1er juillet 1999, date à laquelle le duty-free est devenu complètement interdit à l'intérieur de l'Union européenne. Au 1er janvier, quand s'achèvera la période de transition, le Royaume-Uni sera pleinement considéré comme un État tiers. Cela ouvrira la voie à la vente de produits duty-free au profit des voyageurs circulant entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Toutefois, les directives encadrant la fiscalité indirecte ne parlent expressément de magasins duty-free que dans les ports et les aéroports. Le Brexit n'ayant pas été anticipé, rien n'est dit sur la situation du tunnel et sur la possibilité d'y ouvrir de nouveau des magasins duty-free. Ce vide juridique crée un risque de distorsion de concurrence entre le tunnel et le port de Calais, ce qui est insatisfaisant du point de vue des règles du marché intérieur et nuisible pour l'activité d'un secteur qui a beaucoup souffert de la crise. Avec mon collègue, M. Dumont, nous aimerions montrer que le vide juridique né d'un retrait non anticipé du Royaume-Uni crée un risque de distorsion de concurrence à Calais, qu'il serait nécessaire, dans l'idéal, de réviser les directives encadrant la fiscalité indirecte pour éviter ces distorsions de concurrence entre les différents modes de transport, et que, dans l'immédiat, une interprétation souple des directives devrait permettre d'appliquer au tunnel le régime prévu pour les ports et d'y autoriser les ventes hors taxes dès le 1er janvier prochain. J'ajoute que nous avons reçu le soutien précoce et inattendu de Dominique Riquet, vice-président du groupe Renew, et de Karima Delli, présidente de la Commission du transport au Parlement européen, qui ont adressé hier un courrier au commissaire en charge des transports, dont nous avons pris connaissance sur Twitter. En des termes très proches des nôtres, à tel point que c'en est troublant. Je rappelle que nos projets de conclusion n'ont pas vocation à être rendus publics avant leur adoption. Monsieur Riquet et Madame Delli attirent l'attention de la Commission sur la nécessité de permettre le duty-free dans le terminal français du tunnel. La position que nous défendons est donc transpartisane. Elle a déjà reçu un écho important au sein du Parlement européen. Merci, chers collègues, Monsieur le Président, mes chers collègues présents et en visio. Tout d'abord, le premier point que nous voulons mettre en avant est le risque de distorsion de concurrence à Calais résultant du retrait non anticipé du Royaume-Uni, avec un statut spécifique de la liaison fixe transmanche dont la situation avait toujours été assimilée à celle des ports et des aéroports. Les boutiques de duty-free ou, en termes techniques, les comptoirs de vente hors taxe sont des boutiques qui vendent des produits exonérés des accises, très fortes sur le tabac et sur l'alcool, et de la TVA. Ces mesures bénéficient aux consommateurs qui payent, vous l'imaginez donc, moins cher au magasin, qui captent une partie de la différence entre les prix hors taxe et les prix toutes taxes comprises normalement pratiqués, et ainsi qu'aux sociétés de transport qui louent les emplacements de vente et font du duty-free un argument commercial pour attirer les voyageurs dans leur espace. Jusqu'en 1999, les boutiques de duty-free étaient autorisées à l'intérieur de l'union douanière, selon un régime voulu par la directive TVA de 1991 et par la directive Accise de 1992. À l'époque, la liaison fixe transmanche était expressément mentionnée par les textes et pouvait à ce titre être autorisée à vendre des produits hors taxe. L'extension du périmètre du duty-free au tunnel sous la Manche était justifiée par le souci d'assurer des conditions de concurrence équitables entre les différents modes de transport, comme l'expliquait un rapport de la Commission de 1996, et là je vais citer ce rapport, afin d'assurer un traitement égal à celui réservé aux transbordeurs, le Conseil a également autorisé l'exonération de livraison de biens dans les deux terminaux du tunnel sous la Manche. Fin de citation. Cette référence à la liaison fixe transmanche disparaît avec les nouvelles directives sur la TVA et sur les accises, tout simplement parce qu'il n'était plus permis de vendre des produits hors taxe à l'intérieur de l'Union douanière et l'Union européenne. Il n'y a jamais eu de volonté de faire une distinction entre les ports et le tunnel. Notons d'ailleurs que le secteur ferroviaire n'est pas exclu par principe du champ de ces directives, mais seulement parce qu'il ne permet pas de contrôler aussi facilement les flux de personnes et les flux de marchandises. Il convient, et là je cite à nouveau, il convient de déterminer clairement les situations dans lesquelles les ventes hors taxe aux voyageurs quittant le territoire de l'Union sont autorisées, afin d'éviter des fraudes et des abus.
les personnes voyageant par voie terrestre pouvant se déplacer plus fréquemment et plus librement que les personnes voyageant par bateau ou par aéronef. Il est donc nécessaire de prévoir que les magasins hors taxe situés à des frontières terrestres ne sont pas autorisés. Fin de citation. Ça, c'est le texte qui a permis l'élaboration de la directive. Ces risques de fraude et d'abus ne concernent évidemment pas le tunnel, qui est à cet égard non pas à considérer comme étant une liaison ferroviaire, mais comme étant dans son fonctionnement très proche d'un port. C'est d'ailleurs pour ça que régulièrement nous appelons le tunnel sous la Manche un port sec. Avec le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, on devrait donc logiquement revenir à la situation que l'on connaissait dans les années 90. C'est l'esprit des directives. Et pourtant, si l'on s'en tient à leurs lettres, le tunnel ne pourra pas bénéficier du régime duty-free, contrairement au port de Calais. L'article 14 de la directive de 2008 précise en effet, et je cite à nouveau, « On entend par comptoir de vente hors taxe tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port ». Fin de citation. Les ventes en duty-free seront donc autorisées aux voyageurs prenant l'avion ou le ferry, mais pas les voyageurs prenant le shuttle. Et tout cela crée un risque de distorsion de concurrence fort à partir du 1er janvier 2021, puisque cette situation est de nature à créer non pas une simple, mais une double distorsion de concurrence entre, d'une part, le tunnel sous la Manche et le port de Calais, parce que l'existence du duty-free a une incidence sur le choix du mode de transport. Le duty-free permet d'amoindrir le prix du billet et donc d'attirer plus de personnes, et aussi une distorsion de concurrence entre les deux côtés du tunnel sous la Manche, puisque le côté anglais à Folkestone dépendra de la juridiction britannique et pourra vendre des produits hors taxe, tandis qu'au terminal français de Coquelles, nous ne le pourrions pas si l'on suivait la lettre de la directive suscitée. Et donc cette distorsion de concurrence profitera au port de Calais, au terminal du tunnel de Folkestone, au détriment du tunnel et de sa partie française à Coquelles, c'est-à-dire du côté européen. Pour bien se représenter la situation, pour ceux qui ne connaissent pas le territoire du Calaisis, il faut s'imaginer que le tunnel sous la Manche est situé à une dizaine de kilomètres du port de Calais, sur la même autoroute, que les deux modes de transport sont substituables. Que ce soit par la navette ou par le port, on traverse la Manche avec sa voiture. Simplement, on reste dedans quand on est dans le tunnel et on peut en sortir quand on est sur le bateau. La clientèle est strictement la même. Il s'agit d'une clientèle familiale parce que les voyageurs individuels et professionnels préfèrent prendre l'avion ou l'Eurostar, qui s'arrête aussi à Calais mais pas au même endroit. Au sens du droit de la concurrence, le tunnel et le ferry sont sur le même marché pertinent. Si le port est le seul à pouvoir vendre en duty-free, il bénéficiera d'un avantage concurrentiel important sur le tunnel, d'autant plus significatif que les prix des billets sont relativement bas comparés à l'avion et que la possibilité d'acheter en duty-free représente un facteur déterminant dans le choix du mode de transport. Merci. Ce qui implique donc une nécessité de réviser le droit dérivé pour harmoniser les règles fiscales applicables aux différents modes de transport. Dans ce contexte, il nous semble en effet nécessaire de réviser les directives qui encadrent le duty-free dans les transports internationaux, non seulement pour tenir compte du Brexit et de ce que cela implique pour le tunnel sous la Manche, mais aussi, plus largement, pour supprimer toutes les distorsions de concurrence potentielles entre les différents modes de transport. Une harmonisation des règles fiscales applicables pourrait se faire en deux sens. Premièrement, étendre la possibilité de duty-free à toutes les gares internationales sous douane présentant des garanties de contrôle suffisantes, évidemment, ou bien alors supprimer tout simplement le duty-free pour les ports et les aéroports. La solution qui est privilégiée, c'est, pour nous, tous les rapporteurs, c'est d'étendre le duty-free à toutes les liaisons ferroviaires internationales directes. Bien qu'il soit possible de supprimer le duty-free pour tout le monde, et c'est sans doute l'option privilégiée par la Commission européenne, nous défendons pour notre part une extension du duty-free à toutes les liaisons ferroviaires internationales directes. Cette solution nous semble finalement la plus rationnelle. Il est important de préciser que nous ne cherchons pas à instaurer un statut dérogatoire permanent pour le tunnel. Les règles doivent être les mêmes pour tous les opérateurs soumis à des conditions d'activité comparables, que ce soit les ports, les tunnels ou bien encore les gares internationales sous douane. Des distorsions de concurrence entre le réseau Eurostar et les aéroports ne seraient pas non plus acceptables. Il serait d'ailleurs curieux, à une époque où l'on cherche à promouvoir des modes de transport verts, que seuls les aéroports puissent vendre des produits duty-free quand les gares ne le peuvent pas. C'est encore une distorsion de concurrence. Les gares internationales,
qui sont pour le réseau Eurostar, notamment Paris-Nord, Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam, etc. Devraient donc pouvoir bénéficier de la possibilité d'installer des comptoirs de vente hors taxe, sous réserve qu'elles soient en capacité d'isoler physiquement les voyageurs s'apprêtant à quitter le territoire et de s'assurer que ces personnes ne puissent pas y faire leurs courses, tout simplement, sans avoir acheté de billets. Dans l'immédiat, la spécificité du tunnel, outre son histoire que nous avons pu raconter tout à l'heure, et son statut particulier, tient au fait que les infrastructures permettent déjà de contrôler les flux de personnes et de marchandises. Ce n'est pas encore le cas à Paris-Nord, par exemple, mais ça pourrait l'être d'ici à quelques années. En outre, et afin d'éviter que les voyageurs puissent profiter du duty-free sans quitter l'union douanière, la possibilité d'installer des comptoirs hors taxe devrait être réservée aux liaisons internationales directes, c'est-à-dire sans escale entre les deux points de vente en duty-free. L'accès aux liaisons directes se ferait par des espaces dédiés, sous contrôle douanier, afin de cloisonner les rames directes et les rames susceptibles de faire des arrêts intermédiaires à Lille ou Calais, par exemple. Alors, cette solution de long terme, néanmoins, elle ne résoudra pas le problème au 1er janvier. Cette solution, elle serait réviser les directives pour harmoniser les règles fiscales applicables, serait assez simple d'un point de vue rédactionnel, car il suffirait d'adjoindre quelques lignes aux articles 158 et 14 de la directive de 2006 et de la directive de 2008, sur le modèle de ce qui était prévu à l'article 28 de la directive de 92. Toutefois, dans une matière qui requiert l'unanimité au Conseil, un tel processus de révision pourrait prendre au mieux plusieurs années. La directive assise de 2008 vient d'ailleurs d'être réécrite par une nouvelle directive de décembre 2019 après plusieurs années de négociations. Nous regrettons que l'occasion n'ait pas été saisie pour traiter la question pourtant prévisible du régime qui serait applicable au tunnel après le départ du Royaume-Uni. En tout état de cause, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre une nouvelle révision de ces directives, car nous connaîtrons dès le 1er janvier une situation d'insécurité juridique et un risque clair de distorsion de concurrence, contraire aux règles les plus fondamentales du marché intérieur, avec des conséquences concrètes sur le terrain que nous avons pu voir lors des auditions, en termes d'emploi notamment, qui ne doivent pas être négligées. Et donc, il est nécessaire d'agir maintenant, vous l'avez bien compris, parce que réécrire une directive, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, surtout quand il faut l'unanimité. Et donc, il faut appliquer les directives existantes avec une certaine souplesse. Et si on peut avoir en plus le soutien de la Commission européenne, c'est mieux. Puisque, en effet, la solution la plus simple pour régler dans l'immédiat le problème de la distorsion de concurrence à Calais, en attendant cette grande révision de directive, peut-être dans un package post-Brexit, serait que la Commission donne une interprétation souple des directives en vigueur, conformément à leur esprit et à la lettre des directives antérieures. Malheureusement, pour être très clair, nous ne sommes pas optimistes sur nos chances d'obtenir rapidement une ligne directrice de la Commission, une réponse à la demande d'interprétation de la France. En effet, les démarches des autorités françaises auprès de la Commission ont peu de chances d'aboutir. Ce qui ressort des différentes auditions, nous avons auditionné les ministères, le SGAE, la Commission elle-même, c'est qu'il y a une divergence de point de vue entre les acteurs nationaux, d'une part, et la Commission européenne, d'autre part. Nous souhaitons vivement que le dialogue engagé entre le gouvernement et la Commission aboutisse, mais force est de constater que la situation à Calais ne constitue pas une priorité pour celle-ci, alors même qu'il pourrait en résulter une distorsion de concurrence majeure au niveau de la plateforme d'échange la plus importante entre l'Union européenne, entre le continent et le Royaume-Uni. Certains arguments que nous avons entendus, pour tout vous dire, nous ont surpris. On nous a dit, par exemple, qu'une extension du duty-free aux espaces sous douane des gares internationales pouvait créer un risque de contrebande avec des paquets de cigarettes cachés sous les sièges ou échangés par les fenêtres des trains en marche. Je ne parle pas de la majorité. Ou encore, que l'instauration du duty-free dans le terminal de Coquelles serait contraire à la volonté de réduire la consommation de tabac au Royaume-Uni. Ces arguments sont, si je puis dire, une sorte d'écran de fumée. Je rappelle d'abord que le duty-free ne concerne pas spécifiquement le tabac ou l'alcool, puisque la TVA, qui fait également l'objet d'une exonération, s'applique à tous les produits, sans exception. Par ailleurs, la contrebande est impossible dans le tunnel à Calais, car c'est un système clos, déjà contrôlé par les douanes, en raison des enjeux migratoires extrêmement importants sur le site. La raison de fond aux réticences de la Commission, c'est qu'elle ne veut pas étendre un régime fiscal déjà considéré comme dérogatoire. Elle serait plutôt en faveur d'une suppression complète du duty-free partout.
Nous comprenons ce raisonnement, qui peut être rationnel, car le duty-free représente une perte de recettes fiscales pour les États, sans réelle justification économique. En revanche, à partir du moment où le duty-free est permis dans les ports et les aéroports, il doit l'être également entre les terminaux clos des liaisons ferroviaires directes, sinon cela revient à fausser la concurrence entre des entreprises intervenant sur un même marché pertinent, au détriment, qui plus est, des modes de transport les moins polluants. Alors, en dernier recours, que peut-il se passer ? L'État français devrait autoriser unilatéralement le duty-free dans le tunnel, quitte à faire valoir ses arguments devant la CJUE. Face à ce blocage, nous nous sommes beaucoup interrogés et nous en sommes arrivés à la conclusion que l'État ne pouvait pas attendre, vu l'urgence de la situation, une éventuelle réponse de la Commission. Si la Commission est la gardienne des traités, c'est la CJUE qui a le monopole de l'interprétation du droit de l'Union et qui peut, le cas échéant, résoudre un conflit de normes. Nous pensons que les directives de 2006 et celles de 2008 doivent être interprétées de façon à inclure la liaison fixe transmanche dans le périmètre des ports et aéroports. Non seulement parce que cette solution semble conforme à l'esprit du texte et à son histoire, mais parce que c'est la seule manière d'éviter une distorsion de concurrence, c'est-à-dire une atteinte aux règles mêmes du marché intérieur directement inscrites dans les traités. Tant que la CJUE n'aura pas jugé que cette distorsion de concurrence est conforme aux règles du marché intérieur, l'État nous semble fondé à prendre l'initiative d'autoriser le duty-free dans le tunnel au même titre qu'aux ports et que dans tous les ports de la façade maritime de la Manche et de la mer du Nord à destination du Royaume-Uni. C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter les conclusions suivantes, chers collègues, et de, je cite, « demander à l'État français, conformément à ses engagements découlant du traité de Canterbury et de l'accord de concession quadripartite, de permettre à la société gérant la liaison fixe transmanche d'y ouvrir des comptoirs de vente hors taxe dans les mêmes conditions que ses concurrents portuaires. » Fin de citation, et ceci, je le répète, dans l'hypothèse malheureusement probable où la Commission européenne n'aurait pas confirmé le nouveau périmètre des directives dans le contexte du retrait du Royaume-Uni d'ici 15 jours. Je vous remercie.